Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine pour étendre la Russie, mais... Alors que ses troupes subissent de lourdes pertes pour de petites conquêtes en Ukraine, la Russie perd 40% de son territoire à l'est. 7 millions de kilomètres carrés, soit presque la taille du Brésil tout entier. Voilà l'ampleur du problème. Et je ne parle pas d'une invasion ordinaire, je parle de quelque chose de bien plus intelligent. Quelque chose que Xi Jinping et Kim Jong-un sont en train de faire pendant que le monde tourne son attention vers l'Ukraine. Et Poutine, il ne peut rien faire. Comment perdons la moitié d'un empire sans tirer un coup de feu? C'est ce que je vais te montrer maintenant. En octobre 2025, le service de renseignement extérieur de l'Ukraine a publié un rapport préoccupant. Le document indique que Poutine est devenu tellement désespéré de maintenir sa guerre en Ukraine qu'il élimine ses alliés d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Avec le territoire russe, l'extrême-orient de la Russie, une région presque aussi grande qu'un continent, tombe entre les mains de la Chine et de la Corée du Nord. Le plus fou, Poutine a tout permis. Avant de comprendre comment nous en sommes arrivés là, sachez ceci, la Chine n'a jamais oublié ce que la Russie a fait. En 1858, l'Empire russe était fort, la Chine était faible et la Russie en a profité. Elle a forcé la Chine à signer ce qu'ils appellent encore aujourd'hui des traités inégaux. Avec ces traités, la Russie a pris d'immenses territoires au nord du fleuve Amour, s'est emparée de toute la région qui est aujourd'hui le Primorsky. C'est ainsi qu'elle a obtenu Vladivostok, l'un des ports les plus importants de la Russie. Pour la Chine, cela n'a jamais été oublié et fait partie du siècle de l'humiliation. Et, en 1969, cette histoire a failli déclencher une guerre nucléaire. Des troupes chinoises et soviétiques se sont affrontées sur une île disputée du fleuve Ussuri. C'était sanglant, c'était dangereux, et cela a laissé une cicatrice permanente entre les deux pays. Aujourd'hui, officiellement, la Chine et la Russie sont des partenaires stratégiques. Mais, en 2023, la Chine a fait quelque chose de révélateur. Elle a publié une carte officielle où elle a placé les noms historiques chinois sur les villes russes de l'extrême-orient. Vladivostok étant devenu Aïchenwai sur la carte, Khabarovsk a retrouvé son nom chinois. C'était un message subtil mais très direct. C'est comme s'il disait « Nous nous souvenons, et peut-être voudrons-nous un jour le récupérer. » Maintenant, passons au présent. La Chine s'installe dans l'extrême-orient russe d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. D'ici la fin de 2025, les investissements chinois dans la région devraient atteindre 1 billion de roubles. Cela représente environ 12,6 milliards de dollars. Poutine pense qu'il reçoit une grande faveur. Mais la Chine, elle n'investit pas ainsi par bonté. Nous arrivons ici à un point clé. Normalement, la Chine utilise son initiative, la ceinture et la route, pour gagner en influence. Le schéma est simple. Les Chinois prêtent de l'argent à des pays pauvres pour qu'ils construisent des infrastructures. Ces pays s'endettent, et la Chine prend le contrôle. Elle a déjà obtenu 22 milliards de dollars de paiement de la part des 75 pays les plus pauvres du monde. Mais, dans l'extrême-orient russe, la Chine ne suit pas ce schéma. Elle ne construit pas de ports, elle ne fait pas de routes. Elle fait quelque chose d'encore plus intelligent. Elle crée une dépendance commerciale. À Khabarovsk, une région russe à la frontière, le volume des échanges avec la Chine a augmenté de 5,5 millions de tonnes en 2024. Au premier semestre de 2025, le commerce a explosé de 36% supplémentaires. Viktor Kalachnikov, un sénateur russe de Khabarovsk, l'a admis publiquement. La région devient complètement dépendante de la Chine pour le commerce. Et, lorsque vous dépendez de quelqu'un pour survivre économiquement, cette personne a du pouvoir sur vous, un pouvoir total. La Chine est en train de construire un levier, et lorsque le moment sera venu, elle utilisera ce levier pour obtenir ce qu'elle veut. Mais l'investissement ne fait pas tout. La Chine extrait également des ressources naturelles russes. Bois, minerais, énergie. Tout ce que l'extrême-orient possède, la Chine l'emporte. Et chaque ressource qui part, c'est de l'argent que Poutine perd, de l'argent dont la Russie a besoin pour financer sa guerre. Mais il se passe quelque chose de plus profond.
La Chine transforme la démographie de l'Extrême-Orient. Jusqu'à 2 millions de citoyens chinois vivent et travaillent déjà dans la région, entre les monts Oural et Vladivostok. La plupart y sont avec l'accord total de Poutine. Ils travaillent sans visa. Ils opèrent dans des zones économiques spéciales. Ces zones sont fascinantes. Ce sont des régions à l'intérieur de la Russie où les règles ne sont pas totalement russes. Les lois commerciales sont différentes. Le commerce fonctionne d'une manière différente. En pratique, ce sont des morceaux de la Russie où la Chine commande. Arrêtez-vous pour imaginer cela. Un territoire russe fonctionnant selon les règles chinoises. C'est une forme d'occupation silencieuse. Sans chars, sans soldats, seulement des gens, seulement des affaires, seulement du contrôle. Savez-vous ce qui est le plus étrange ? Poutine pourrait techniquement inverser tout cela rapidement. Il a le pouvoir d'annuler ces zones spéciales et d'expulser les travailleurs chinois. Mais... tout indique qu'il ne va pas faire cela de sitôt, car s'il le fait, il perdra le soutien de la Chine. Sans la Chine, la guerre en Ukraine cesse. C'est aussi simple. Poutine est dans une prison. Et la Chine n'est pas seule dans cette histoire. Il y a un autre acteur dans le jeu. La Corée du Nord, Kim Jong-un, prend aussi sa part. Il a envoyé environ 100 000 travailleurs nord-coréens dans l'extrême-orient russe. Ces travailleurs construisent, extraient des ressources, comblent le vide créé par la Russie. Et ici, nous arrivons à un point pour le moins ironique, car en 2017, la Russie a voté en faveur des sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre la Corée du Nord. L'une de ces sanctions interdisait spécifiquement l'utilisation de la main-d'œuvre nord-coréenne à l'étranger. La Russie approuvait cela. Mais maintenant, elle a tellement besoin de main-d'œuvre qu'elle ignore les propres règles qu'elle a soutenues. Elle viole ouvertement les sanctions internationales. Et Kim Jong-un en profite énormément. Chaque travailleur génère de l'argent pour le régime. On estime que la Corée du Nord gagne environ 600 millions de dollars par an, rien qu'avec ce travail. Cet argent sert directement au programme nucléaire et aux missiles de Kim. En d'autres termes, Poutine finance les armes de Kim, tandis que Kim fournit les bras dont Poutine a besoin. Et il y a plus. Ces travailleurs nord-coréens développent exactement les ressources que la Chine souhaite. C'est une synergie parfaite. Les Nord-Coréens extraient, la Chine achète, la Russie perd le contrôle. Tout le monde y gagne, sauf Poutine. Mais au final, pourquoi Poutine a-t-il laissé la situation en arriver là ? La réponse est dans l'histoire récente de la Russie. En 2013, Poutine a déclaré ce qu'il a appelé un pivot vers l'Est. L'idée était simple, réduire la dépendance de la Russie vis-à-vis des marchés européens, se rapprocher de l'Asie et gagner en influence dans la région du Pacifique. Au début, cela semblait intelligent, mais en 2014, tout a changé. Vladimir Poutine a annexé la Crimée. L'Occident a répondu par des sanctions, et le pivot vers l'Est a cessé d'être un choix stratégique. C'est devenu une nécessité désespérée. La Russie avait besoin de nouveaux partenaires, et elle en avait besoin rapidement. Alors, en février 2022, Vladimir Poutine a lancé l'invasion totale de l'Ukraine. Les sanctions occidentales ont explosé. Ce furent les plus lourdes de l'histoire moderne. La Russie a été coupée du système financier mondial, ses réserves ont été gelées, ses produits interdits, et Vladimir Poutine s'est retrouvé sans option. Il ne restait plus que la Chine, et la Chine le savait. Regardez ce qui s'est passé avec le pétrole russe. Avant la guerre, la Russie vendait à l'Europe à des prix normaux. Maintenant, elle vend à la Chine et à l'Inde avec d'énormes rabais. La Chine a économisé 10 milliards de dollars en 2022 et 2023, simplement en achetant du pétrole russe bon marché. Poutine considère cela comme un sacrifice nécessaire. La Chine y voit une opportunité en or. Le centre d'études Carnegie Endowment a un nom pour ce qui se passe. Vassalité. Poutine a transformé la Russie en vassal de la Chine. C'est un terme fort, je le sais, mais il faut le dire.
parce que Poutine n'a nulle part où aller. Il a brûlé tous les ponts avec l'Occident. Et maintenant, même s'il voulait s'éloigner de la Chine, il n'aurait pas d'alternative. La Carnegie est claire à ce sujet. Il n'y a pas d'échappatoire. Et il y a un problème encore plus grave derrière tout cela. La démographie russe est en train de s'effondrer. Le taux de fécondité de la Russie est de 1,4 naissances par femme. Pour maintenir la population stable, il faut 2,1. Le fait est que la population russe est en train de diminuer. Aujourd'hui, il y a 145 millions de personnes. D'ici le milieu du siècle, il y en aura 136 millions. Et la guerre accélère tout cela. Des centaines de milliers de jeunes Russes sont morts en Ukraine. La plupart d'entre eux venaient de régions pauvres et éloignées. C'est le cas de l'Extrême-Orient que nous montrons ici. Ces régions perdaient déjà de la population. Maintenant, elles se vident encore plus. Et qui comble ce vide? Les Chinois, les Nord-Coréens, les travailleurs d'Asie centrale. En d'autres termes, l'Extrême-Orient cesse d'être russe. Poutine n'a pas assez de gens pour peupler sa propre terre, mais Xi Jinping en a, et Kim Jong-un aussi. C'est pourquoi Poutine ne peut pas refuser. Ce n'est pas qu'une question d'économie, mais de survie démographique. Si Poutine rejette ses travailleurs étrangers, l'Extrême-Orient deviendra un désert vide. S'il accepte, il perd le contrôle. Ici, il n'y a que des formes de défaite, pas de victoire. Maintenant, faisons les comptes. La Russie contrôle actuellement environ 20% de l'Ukraine. Il a fallu 3 ans et demi de guerre brutale pour en arriver là. Pendant toute l'année 2025, les gains territoriaux russes n'ont représenté qu'1% du territoire ukrainien. 1% en une année entière. Il reste 80% de l'Ukraine à conquérir. Si le rythme continue ainsi, Poutine aura besoin de décennies, des décennies de guerre, des décennies de dépendance envers la Chine et la Corée du Nord, des décennies à payer avec le territoire russe. Et la Chine fournit les outils pour que cette guerre continue. Un rapport de United 24 Media, daté du 15 octobre 2025, a révélé que la Chine fournit 80% des pièces critiques dont Poutine a besoin pour sa guerre de drones. Sans ces pièces, la stratégie aérienne russe s'effondre. Depuis mai 2025, la Russie lance au moins 4000 drones par mois contre les villes ukrainiennes. Chaque drone dépend de composants chinois. Poutine a besoin de ces drones. Il a besoin de ces ingénieurs chinois qui aident les fabricants russes sanctionnés. Il a besoin de l'argent chinois. Il a besoin des travailleurs nord-coréens. Et plus il en a besoin, plus il cède de contrôle. Mais alors, à quoi pouvons-nous nous attendre à partir de maintenant? Où cela va-t-il s'arrêter? Eh bien, il y a ici 3 scénarios possibles. Le premier, et le plus probable, c'est la continuation de ce qui se passe déjà, mais en accéléré. La Chine va continuer à renforcer son contrôle économique. La Corée du Nord continuera d'envoyer des travailleurs. L'Extrême-Orient deviendra, en pratique, une extension de l'économie chinoise. La Russie conservera sa souveraineté sur le papier, mais la perdra en réalité. Le deuxième scénario est le conflit entre la Chine et la Corée du Nord. Si les deux commencent à se disputer des ressources ou des zones d'influence en Extrême-Orient, Poutine se retrouvera au milieu et n'aura pas le pouvoir de servir de médiateur. Il sera forcé de choisir entre 2 partenaires dont il dépend tout autant. Quel que soit son choix, cela affaiblira encore plus la Russie. Le troisième scénario est le plus improbable. Un futur dirigeant russe, après Vladimir Poutine, essaiera de renverser tout cela. Il tentera de reprendre le contrôle de l'Extrême-Orient, mais il découvrira ensuite qu'il est déjà trop tard. Les infrastructures sont déjà chinoises, la population est déjà mixte, l'économie est déjà dépendante. Revenir en arrière exigerait une mobilisation massive de ressources qu'une Russie d'après-guerre n'aura tout simplement pas. Quel que soit le scénario, une chose est claire. Poutine a lancé cette guerre pour étendre la Russie, pour restaurer la grandeur impériale, pour remettre la Russie sur la carte en tant que superpuissance. Mais le résultat a été l'opposé. Il a provoqué le plus grand transfert stratégique de territoire et de contrôle de l'histoire récente. Pas avec des chars, pas avec des invasions, mais avec la dette, avec le besoin,
avec le désespoir. Et, pendant que Poutine essaie d'ajouter 20% de l'Ukraine à la Russie, il est en train de perdre 40% de la Russie elle-même, au profit de la Chine et de la Corée du Nord. Il paie des centimètres à l'ouest, avec des millions de kilomètres carrés à l'est. C'est la logique brutale de l'ambition impériale au XXIe siècle. Poutine ne verra peut-être jamais toutes les conséquences de ses actes, mais l'histoire s'en souviendra. Pas comme l'homme qui a étendu la Russie, mais comme celui qui en a perdu le contrôle. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'en 20 ans, la Chine dominera l'extrême-orient russe? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a fait voir la guerre en Ukraine d'une manière différente, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de le savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la géopolitique et sur ce qui se passe réellement dans le monde. Merci et à la prochaine.